Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, bonsoir, c'est Nordine. Bienvenue sur Penser le monde. Dans cette émission, je vous propose d'analyser l'actualité à travers la philosophie. En première partie, je vous présente un événement et j'utilise un concept philosophique pour en décrypter les enjeux. Puis en deuxième partie, mon invité, issu du monde de la recherche universitaire ou bien écrivain, voire homme politique, nous présente ses idées et tâche avec nous d'analyser l'actualité. Aujourd'hui, je vous parlerai du Conseil de la paix créé par Donald Trump en janvier et d'une actu paradoxale et contradictoire avec ce fait, le bombardement de l'Iran par les États-Unis. La question que nous nous poserons est: sommes-nous en train d'assister à une destruction du droit international? Et quelle place la France doit-elle occuper dans cette chaotisation du droit international? Pour y répondre, je reviendrai à Hugo Grotius, le fondateur du droit international, et nous essaierons de comprendre tout simplement qu'est-ce que le droit international. En deuxième partie, j'aurai l'honneur de discuter avec Juan Branco, avocat, ayant notamment défendu Julian Assange, Jean-Luc Mélenchon et ayant écrit le très fameux Crépuscule où il dénonce l'oligarchie française, pour nous aider à analyser la place que la France doit occuper dans le nouveau concert international. Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. En janvier, Donald Trump crée et inaugure sa propre organisation internationale, le Board of Peace, qui signifie Conseil de paix. D'après le président des États-Unis, qui est aussi désormais le président du Board of Peace, le but de l'institution est de promouvoir la stabilité et la paix dans des zones touchées par un conflit armé. Le 19 février, Trump préside la première réunion de son Conseil de paix qui contient pour le moment 22 pays membres, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Maroc, l'Argentine, le Paraguay, la Bulgarie, la Hongrie et Israël. De leur côté, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ainsi que le Canada, c'est-à-dire les grandes puissances occidentales traditionnellement alliées des États-Unis, ont refusé de participer à cette organisation considérée comme un concurrent direct de l'Organisation des Nations Unies. Au cours de cette première réunion du Board of Peace, Trump et ses nouveaux alliés ont discuté du conflit israélo-palestinien et de la reconstruction de Gaza. Paradoxalement, au moment même où Trump préside son Conseil de la paix, le président américain lance avec le premier ministre israélien une attaque massive sur l'Iran le 28 février. Plusieurs villes de l'ouest du pays sont bombardées, faisant plus de 500 morts civils dès les premières frappes et tuant le chef politique et religieux d'Iran, Ali Khamenei, ainsi que plusieurs dirigeants des gardiens de la révolution. En réponse, la République islamique d'Iran lance des missiles sur Israël, parvenant à toucher notamment la ville de Tel Aviv, mais aussi sur plusieurs monarchies du Golfe Persique, où se situent des bases militaires américaines, notamment Oman, le Koweït, l'Irak, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. De plus, le groupe terroriste libanais, le Hezbollah, pour se venger de la mort du guide suprême Khamenei, lance plusieurs drones depuis le sud du Liban sur Israël. Et l'armée de Tsahal répond immédiatement en frappant durement la capitale Beyrouth. Ainsi, en quelques jours, le très fragile équilibre au Moyen-Orient est profondément menacé. Et au moment où le président Trump annonce la création de son Conseil de paix, les bombardements israélo-américains provoquent un début d'embrasement de la région. Ainsi, en même temps que l'Organisation des Nations Unies s'est montrée impuissante ces dernières années à stopper des conflits en Ukraine ou au Moyen-Orient, le Conseil de paix de Donald Trump, en plus de fragiliser encore plus l'ONU, échoue lui aussi totalement dans sa mission de promouvoir la stabilité dans le monde.
Sommes-nous donc en train d'assister en ce moment même à une destruction progressive du droit international? Au milieu de ce chaos international qui semble se profiler sur différentes régions de la planète, quelle place la France est-elle censée occuper? Pour répondre à ces questions, nous devons commencer par nous poser une question essentielle. Qu'est-ce que le droit international? Je vous propose de revenir aux théories développées par le père du droit international au XVIIe siècle, Hugo Grotius. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le droit international? Eh bien, le dictionnaire Larousse définit ce concept comme étant l'ensemble des règles qui régissent les relations dans la société internationale. Il s'agit donc d'un ensemble de principes juridiques ayant pour but d'harmoniser les rapports entre plusieurs États à travers le monde. Même si aujourd'hui le principe du droit international nous semble aller de soi, c'est seulement à partir du XVIIe siècle que cette idée voit le jour. Tout particulièrement sous la plume de Hugo Grotius, un juriste et philosophe politique néerlandais qui, en plein milieu de la guerre des 30 ans, opposant les catholiques et les protestants à travers toute l'Europe, s'interroge sur le meilleur moyen d'assurer la paix entre les nations grâce à des outils juridiques. Grotius est considéré comme le père du droit international, dont il fonde les principes directeurs dans son œuvre majeure du droit de la guerre et de la paix, écrit en 1625. Tout d'abord, le juriste néerlandais conceptualise le principe de souveraineté des États, partant du fait que tous les hommes sont naturellement portés à préserver leur vie et leurs biens. Il universalise cette idée au niveau des nations et affirme que chaque pays dans le monde, peu importe sa taille et sa puissance, a naturellement le droit de préserver son territoire et ses intérêts, et qu'aucun pays étranger n'a le droit d'utiliser la force pour chercher à s'accaparer ce qui appartient à ce pays. À partir de cette idée directrice, Grotius théorise ensuite l'idée de guerre juste. Selon lui, le seul motif légitime de déclarer une guerre, c'est justement lorsque l'intégrité territoriale et les intérêts d'un pays sont directement menacés. Par ce concept de guerre juste, il cherche donc à limiter les guerres d'expansion et les conflits religieux. Enfin, Hugo Grotius reprend l'idée d'Aristote, selon lequel la nature de l'homme, c'est sa sociabilité. Naturellement, les humains cherchent à établir des relations, des échanges avec ceux qui les entourent. Par conséquent, ce principe de sociabilité doit lui aussi s'universaliser au niveau des nations, c'est-à-dire que les États doivent dialoguer entre eux pour éviter les guerres et assurer une paix interétatique. C'est donc sur ces principes primitifs que le droit international va se développer dans les 3 siècles suivants. De nombreux juristes et philosophes, comme par exemple Emmanuel Kant et son célèbre projet de paix perpétuelle, écrit en 1795, vont bien entendu enrichir les théories de Grotius. Mais du XVIIe siècle au XXe siècle, tous les grands projets juridiques et institutionnels qui seront mis en place pour chercher à maintenir la paix au niveau européen ou mondial seront directement inspirés des idées développées dans le droit de la guerre et de la paix. Tout d'abord, en 1648, à la fin de la guerre des 30 ans, Hugo Grotius va directement inspirer les traités de Westphalie qui instaurent en Europe le principe de non-violation du territoire et encourage, pour la première fois de l'histoire, l'idée d'organiser de grandes conférences entre les États pour dialoguer sur leurs différends et éviter les conflits. Ensuite, en 1919, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations met en place un système de sécurité collective à travers la création d'une organisation supranationale chargée de prendre des décisions pour assurer la paix. Puis en 1945, face à l'échec de la SDN, l'Organisation des Nations Unies est créée, avec cette fois-ci des moyens plus efficaces, tels que
la mise en place d'un conseil de sécurité, mais aussi d'une armée onusienne, les casques bleus, chargée d'utiliser la force pour maintenir la paix dans certaines régions dangereuses du monde. Ainsi, les traités de Westphalie, la SDN ou encore l'ONU ont été différentes phases de l'application du concept de droit international théorisé par Grotius et développé ensuite par des philosophes comme Emmanuel Kant. Ce que l'on peut constater, c'est que le droit international s'est toujours développé en réponse à des conflits régionaux ou mondiaux, et que depuis la création de ce principe, il n'y a malheureusement jamais eu de paix perpétuelle. Mais au contraire, il y a toujours eu des tensions et des guerres interétatiques que les institutions du droit international, comme l'Organisation des Nations Unies, ont cherché à tempérer plutôt qu'à abolir. À l'heure où les équilibres géopolitiques sont en train d'être profondément bouleversés, concentrons-nous désormais sur la France. Et avec mon invité Juan Branco, demandons-nous quelle place et quel rôle notre pays devrait aujourd'hui occuper au milieu de tous ces bouleversements. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, bonjour Juan Branco, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va très très bien, je vous remercie, c'est un vrai honneur de pouvoir faire cette interview avec vous. Je ne vous présente plus, mais je le fais quand même parce que c'est le principe de l'émission. Vous êtes docteur en droit notamment, entre autres. Vous avez fait des études dans des écoles prestigieuses de France, telles que Sciences Po, l'école alsacienne, et vous avez connu de près notre système, si je peux le dire en résumant. Vous êtes connu aussi pour avoir été un avocat qui a défendu des personnalités telles que Julian Assange. Et vous avez beaucoup fait parler de vous avec votre ouvrage Crépuscule. Si je devais donner des grandes lignes, même si bien sûr votre parcours est beaucoup plus riche. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par vous poser une question. Je voulais savoir si vous développiez aussi une vision par rapport à l'international et plus précisément en ce moment par rapport à ces bouleversements géopolitiques que l'on observe. On parle d'un déséquilibre de l'ordre mondial, si on peut parler d'ordre mondial, avec notamment Donald Trump par exemple qui propose de créer le Board of Peace censé représenter ou assister l'OTAN. Alors certains disent que Donald Trump est un génie, qu'il va créer un OTAN plus fort, plus solide. D'autres disent au contraire qu'il devient l'ennemi de ses alliés en faisant une institution qui va empêcher l'Europe d'être en sécurité. Et donc par rapport à ces changements géopolitiques que nous observons et en prenant ce cas précis notamment de la création du Board of Peace, est-ce que vous pourriez essayer de synthétiser un peu votre position sur ces questions de rupture internationale ? Je pense que c'est la fin d'un monde, qu'il faut l'accepter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'y accrocher. C'est un moment dangereux pour la France parce qu'elle avait hérité d'une position grâce au général de Gaulle sur la scène internationale qui lui donnait beaucoup d'influence et peut-être même une influence disproportionnée par rapport à son poids réel. Et qu'on perd ce privilège en réalité à travers les dernières évolutions et notamment l'effondrement de l'ONU. Mais qu'en parallèle, il serait absurde de penser que l'on pourrait d'une façon ou d'une autre éviter cet effondrement et à nous seuls reconstituer un ordre mondial différencié. Donc on est obligé de composer dans une position un peu inconfortable où on s'accroche encore à certains privilèges qu'on avait et dans le même temps on a peu de moyens de faire naître un nouvel ordre dans lequel ceci se perpétuerait ou même une place juste serait offerte à la France. Parce que ce à quoi on assiste, c'est vraiment ce que tout le monde décrit, un retour de la force brute non formalisée, c'est-à-dire en gros on déshabille la mariée,
Et on assume maintenant ce qu'ont toujours été les relations internationales, mais le fait qu'on est dans le pur rapport de puissance et de force. Et on avait une intégration à un système monde états-unien qu'on n'a pas cherché à concurrencer. Et ça a peut-être été notre erreur dans les années 60 et 70. Le général de Gaulle avait une vision qu'il avait notamment amené à se prononcer en faveur du Québec libre, mais qui constituait une forme de nouvelle globalité francophone qui aurait permis d'avoir un poids dans les ensembles civilisationnels qui étaient en train de naître. Non seulement on en a été incapable, mais on a au contraire mis en œuvre des politiques de pillage et de prédation toujours croissantes, dans la droite ligne d'une grande tradition française depuis l'espace colonial, mais même avant, dans sa participation à la traite négrière. Et on a, de ce fait, perdu une opportunité qu'il faudrait que l'on ressaisisse. C'est notre objectif, c'est qu'on essaie de chercher une confédération entre les pays francophones, parce que je pense que le point de départ doit être la langue. Qui dit langue, dit culture, donc dit idées, vision, symbole et capacité à réfléchir de façon commune. Et cet espace francophone est encore très puissant. Même si, en réalité, quand vous voyagez dans de nombreux pays d'Afrique francophone, l'usage du français se voit marginalisé peu à peu par des populations qui ne voient guère l'intérêt qu'il y a à tirer à cette appartenance à cet ensemble. Mais en tout cas, nous, il faut qu'on réactive ça, mais il faut qu'on passe sur une politique de coopération directe, non plus une participation aux grands ensembles multilatéraux, justement générés par des anglo-saxons. Et il faut qu'on tranche, ce que doit être la France en termes identitaires à l'égard du reste du monde, et notamment est-ce que l'on garde ou non nos colonies, qui sont aujourd'hui des colonies. Les territoires d'outre-mer sont des espaces colonisés et coloniaux, et il faut qu'on soit certain que si on souhaite les garder, ce soit d'une part au profit des populations qui les peuplent, au profit d'un rééquilibrage aussi de nos rapports. Il faut arrêter d'envoyer des préfets, des magistrats, des directeurs d'administration qui viennent de l'Hexagone comme s'il s'agissait justement que d'une colonie, et surtout avec des plans de déploiement industriel, économique très puissants pour en faire des atouts et non pas... En fait, on a l'impression que les dirigeants français ne savent pas pourquoi il y a des territoires d'outre-mer, quelle est l'identité qui est la leur spécificité, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Et il faut rompre avec cette logique, il faut redynamiser à partir de cette terre-là. Moi, je me méfie beaucoup, je finirai là-dessus, de la géopolitique. J'ai un master en géopolitique, j'ai toujours travaillé dans les relations internationales. Mais tout ça, le plus souvent, c'est de la virtualisation. Vous savez, plus on s'éloigne en termes d'échelle du réel, plus on crée des fictions qui nous amènent à commettre des erreurs. Donc il faut rester très terre à terre, partir du territoire, des peuples, de ce qui est tangible. Et ces données-là, aujourd'hui, c'est la France. La France et ses territoires. Et ce qu'il faut avant tout, c'est déjà retrouver une cohérence sur ce qu'est cette entité et les moyens qu'elle se donne pour se redéployer. Le deuxième espace naturel contigu, c'est donc celui de la francophonie. Non pas au sens culturel, mais au sens géopolitique du terme. Est-ce qu'il y a une identité géopolitique qu'on peut constituer qui soit francophone ? Et enfin, il y aura le rapport de force entre cette zone civilisationnelle et les autres zones civilisationnelles qui sont en train de gagner de l'importance à une vitesse croissante. Eh bien, merci, parce que vous répondez en grande partie à la question que j'allais vous poser. Alors là, vous expliquez très bien que un des leviers pour la France de se rééquilibrer et de retrouver sa place dans ces bouleversements géopolitiques, c'est aussi de prendre soin de son propre espace extra-maritime, de prendre soin de ses populations, de ces colonies officieuses, mais aussi de ces dom-toms. La question que j'allais vous poser par rapport à la réaction que la France devrait avoir face à ces bouleversements internationaux qui vont s'aggraver de plus en plus, c'est que pensez-vous de ce changement de politique que la France commence à avoir à travers Emmanuel Macron vis-à-vis de l'éventualité de la guerre? Alors je pense à deux choses très précises. D'une part, la France a augmenté son budget à l'investissement à l'OTAN.
sous pression de Donald Trump, mais certes, cela est fait. Tout le monde sait que le changement de discours du président vis-à-vis de la guerre est quand même assez important depuis quelques mois, puisque aujourd'hui, Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, nous a fait clairement comprendre qu'il fallait être fort pour être en paix, préparer la guerre pour faire la paix. Donc, on ne se cache plus d'une éventualité d'un conflit, alors que jusqu'ici, la doctrine, peut-être un peu naïve, mais la doctrine post-Seconde Guerre mondiale était justement de ne pas parler de guerre, de ne pas aller vers la guerre, de ne pas même l'envisager. Et c'est un peu pour ça qu'on a eu cette longue période de guerre froide, où on était censé être traumatisé par ces conflits. Alors, que pensez-vous de cela, de cette évolution de la France, mais en vérité aussi surtout d'Emmanuel Macron, vis-à-vis du rapport à la guerre? Quelle est votre analyse de cette situation? Écoutez, je vais être un peu brutal, mais je pense que Emmanuel Macron est un adolescent attardé qui découvre le monde en dirigeant notre pays. Donc c'est notre responsabilité collective de l'avoir laissé occuper ses fonctions. Et les variations, selon les coups de vent qu'il reçoit sur la politique internationale, ne valent pas même la peine d'être commentés parce qu'ils aboutissent toujours à l'échec et ils ne sont pas le fruit d'une pensée construite. Mais par contre, sous son mandat, on a en effet créé des graves dangers, que ce soit vis-à-vis de la Russie, avec une politique d'interventionnisme dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui ne servait pas nos intérêts directs et qui ne se justifiait pas, que ce soit légalement d'ailleurs, ou même d'un point de vue géostratégique et moral. Et d'autre part, un renforcement de menaces existentielles qui ont, par le passé, failli détruire notre peuple, comme le budget militaire allemand qui aujourd'hui est le double du français. Ce sont des factorisations qui peuvent nous mettre en danger et qui sont le fruit de cette absence de pensée. Donc on est obligé de composer avec une Europe bureaucratisée à l'extrême, technocratique et inquiétante parce que incapable de gérer la moindre crise, parce que reposant sur la dissolution de l'identité nationale dans ce qu'elle a de plus noble, c'est-à-dire la capacité à exister en tant que peuple avec un référentiel commun, que ce soit la façon de s'habiller, la culture que l'on produit et que l'on consomme, et évidemment la souveraineté industrielle et agricole. Tout ça est en train d'être effondré par cette organisation et par notre appartenance à cette organisation. Et donc à l'intérieur de ce continent, des menaces qui grandissent. Donc, dans une situation comme celle-ci, je pense qu'il faut très rapidement remettre les choses d'équerre, d'autant plus que l'Allemagne maintenant commence à discuter d'acquérir la puissance nucléaire, ce qui est quand même, c'est un peu comme si l'Ukraine l'avait acquise. Je pense qu'aucun d'entre nous serait ici pour parler si ça avait été le cas, et je craindrais que ça soit une situation similaire si l'Allemagne y arrivait. Donc il faut faire très attention à ça. Et après, il y a tout le pourtour méditerranéen aussi qui pose question, c'est-à-dire des relations gérées vraiment au fil du vent, qui ont provoqué des crises diplomatiques avec tout le monde, d'abord avec le Maroc, puis après avec l'Algérie, puis maintenant avec toute une série d'États qui, lorsqu'ils ne sont pas fantoches, parce qu'en réalité, les seuls avec qui on arrive à dialoguer encore, ce sont des États qui n'ont pas de politique de souveraineté. Je pense notamment à notre coopération avec un certain nombre d'États du Golfe qui n'ont pas d'identité en propre d'un point de vue géopolitique, si ce n'est sur leur espace régional, de façon croissante, et un effacement de la France de toute façon sur tous ces, entre guillemets, espaces secondaires. Je pense notamment au Yémen, où nous avions un rôle très important de par notre primauté à Djibouti, qui aujourd'hui est devenu un État garnison pour le monde entier, et où toute influence française est réduite à quasiment rien, alors que c'était notre accès sur la mer Rouge et de façon générale sur tout l'espace, j'allais dire, orientalo-indien, quoi. C'est-à-dire cette interface qui va de l'est de la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien, qui est cruciale notamment pour les flux maritimes et commerciaux. Donc, en fait, tout ça qui devrait faire l'objet de délibérations importantes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ajuste à chaque échelon, régional, continental, et évidemment derrière interétatique, est complètement absent
non seulement de la délibération publique française, mais aussi des discussions internes à l'État qui gèrent au petit bonheur la chance avec des conseillers qui ne sont pas à la hauteur, comme Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, ou Thierry Mandon, qui était son chef d'état-major particulier, et qui font que peu à peu on cesse de nous écouter. Et donc voilà, donc je pense que c'est pas tant une réflexion géopolitique qui serait erronée, si ce n'est une erreur fruit de l'absence de pensée géopolitique et géostratégique, et même d'absence de pensée tout court. Et bien, du coup, je finirai sur une question par rapport à votre... alors, je n'emploierai pas le mot programme parce que je me doute que c'est un mot auquel vous répugnez, connaissant un peu. Voilà, parce qu'un programme a une connotation un peu trompeuse. Voilà, on fait une promesse que l'on ne tiendra pas. Voilà ce qu'on entend derrière ce mot souvent. Mais au niveau international, et en reliant ça bien sûr à la France, quel est, selon vous, si vous arrivez le plus loin possible, et on espère à la ligne d'arrivée de cette course présidentielle, quelle sera, selon vous, une des orientations les plus importantes à prendre, car les enjeux sont multiples. Vous nous avez parlé, ne serait-ce qu'en quelques minutes, de l'enjeu des dom-toms, on a parlé de l'enjeu de la destruction de l'équilibre international par Donald Trump et d'autres dirigeants. On a parlé de la perte d'influence de la France dans plusieurs zones du monde. Mais selon vous, si l'on devait relier ces différents enjeux aux enjeux des Français directement, quel est l'enjeu de politique internationale le plus important? Et concrètement parlant, puisque vous liez toujours votre pensée à l'action, que faudrait-il faire pour régler cet enjeu international le plus important et le plus grave pour notre pays? Quel serait-il? Oui, il y a une évidence, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine et notre implication dans celle-ci, parce que c'est le danger imminent qu'il fait peser non seulement en termes de vie humaine, parce que on prend un risque de générer des dynamiques similaires à celles de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire où il y a des enchaînements d'alliances qui nous amènent à la catastrophe, mais aussi parce que ça a des conséquences, comme je vous le disais, en termes de rééquilibrage des rapports de force à l'échelle européenne qui peuvent être dangereux pour nous, d'où je pense au réarmement de l'Allemagne, et enfin parce qu'il y a des conséquences sur la politique économique et sur notre capacité à maintenir une base industrielle qui sont majeures. C'est-à-dire on a par exemple la question du prix de l'énergie, tout simplement, qui a explosé parce que ce conflit nous a mis sous dépendance des États-Unis en termes de livraison de gaz, ce qui a eu des effets en ricochet sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et qui a fini d'atteindre encore un peu plus notre base industrielle qui était déjà fragilisée. Donc sortir de cet engrenage est de très loin la priorité fondamentale, et rétablir des relations économiques avec la Russie, un partenaire comme un autre, quelles que soient les fautes ou même crimes qui ont pu être commis au cours de ce conflit, et avoir cette conscience que la Russie ne va pas disparaître, et que d'ailleurs la France n'y aurait aucun intérêt, et qu'à l'inverse, elle peut jouer un rôle important dans le rééquilibrage des pôles qui existent au sein de ce continent. Eh bien, merci beaucoup, Juan Branco. Merci beaucoup pour votre analyse, pour vos propositions, pour aussi votre sincérité dans toutes vos analyses. Vous écoutiez l'émission Penser le Monde, c'était Nordine. Nous avons pu aujourd'hui faire le tour de quelques problématiques internationales en parlant de ce rééquilibrage international qui se fait à travers la création d'organisations telles que le Board of Peace. Nous avons pu aborder aussi la perte d'influence en France et la manière dont elle pourrait y remédier. Et notre invité Juan Branco a pu nous partager aujourd'hui une infime partie de son expertise, de sa pensée pour nous aider à réfléchir à notre monde. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Et en attendant, prenez soin de vous. Penser. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. Le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée.
Pensez le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur